Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Avec Entrepreneur, Marc et moi-même avons pour mission d'étudier, documenter et partager les principes du succès entrepreneurial et de la haute performance. Nous t'envoyons d'ailleurs notre meilleur value dans son format le plus dense, directement dans ta boîte mail, pour qu'on puisse ensemble rester performant par habitude et réussir par principe. Il te suffit d'aller sur notre site entrepreneur.com et de scroller jusqu'en bas de la page ou cliquer directement sur l'onglet « Recevoir la value ». Et avant de passer à la value du jour, n'oublie pas que tout peut être appris, entrepris et accompli. Bonne écoute. Yep, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis tout seul cette fois, sans Romain qui prépare ses examens approchant à grands pas. Donc je vous retrouve à Drop Value sur ce nouvel épisode par rapport à un livre que je viens de finir ce matin. Et donc je ramène un certain format qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps sur le podcast, qui est une sorte de résumé de livre, partage de connaissances à travers un livre. Vous savez qu'on adore lire les deux. Et là récemment j'ai eu pas mal de temps pour lire et pour apprendre un peu de différentes personnes. Et donc j'ai lu ce livre dont je voulais vous parler dans ce podcast-là parce qu'il m'a énormément inspiré de par la personne, donc l'auteur qui l'écrit, puisque c'est une sorte de biographie, de par aussi le parcours qu'il a eu, mais aussi les leçons qu'il arrive à donner dans ce livre. Et du coup c'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle What It Takes de Steven Schwarzman. Donc peut-être que ça dit déjà quelque chose à certaines personnes qui nous écoutent. Steven Schwarzman, c'est le founder et le CEO de Blackstone. Donc je vous parlerai un peu de cette entreprise-là et de Schwarzman un peu plus en détail après cette petite introduction, puisque ce sera le thème de ce podcast-là. Donc pour les gens qui potentiellement auraient envie de lire ce livre-là, écoutez le podcast et comme ça vous donnera quelques connaissances déjà, quelques informations qui vous permettront de peut-être mieux digérer le livre, puisqu'il est quand même assez long. Et aussi d'avoir quelques informations supplémentaires pour aider votre choix et pour que vous puissiez vous décider si vous voulez vraiment lire le livre ou pas. Et pour toutes les personnes qui n'auraient pas le temps de lire le livre ou bien qui ne savent pas lire en anglais ou qui n'ont pas envie de lire en anglais puisque le livre n'est pas traduit malheureusement puisqu'il vient de sortir en anglais, ça vous donnera des bonnes connaissances par rapport à cette personnalité assez atypique et cette personnalité très intéressante qui partage en fait les leçons de sa vie avec nous à travers ce livre-là. Donc très rapidement, Steven Schwarzman, c'est un milliardaire américain qui a fait de grandes écoles, etc., qui a atterri dans le domaine de l'investment banking, donc tout ce qui est investissement bancaire. Donc il a atterri chez Lehman Brothers. Et ensuite, il a créé sa propre entreprise de private equity, donc d'investissement à fonds privés, on va dire, qui s'appelle Blackstone, qu'il a ensuite développé à une échelle juste absolument incroyable. Il manage plus de 500 milliards de dollars de fonds. Ils ont des domaines de business qui sont de l'immobilier à la gestion de fonds, aux hedge funds, à l'investissement, etc. Donc c'est juste une entreprise qui est juste faramineuse et puis c'est une des entreprises qui fait le plus de bénéfices au monde et qui a une marque absolument extrêmement connue et extrêmement puissante dans le monde du business. Et en fait, il a commencé ça de absolument zéro. Donc en fait, c'est de ça dont il parle dans son livre. Et c'est assez intéressant parce que le livre en fait est fait d'une manière à ce que ce soit pas une biographie classique, mais plutôt en fait où il partage, à chaque chapitre, il partage une leçon de sa vie. Et pour partager cette leçon de sa vie, il va parler de ses propres expériences dans sa vie et comment il a pu rencontrer certaines personnes qui lui ont fait apprendre certaines leçons. Et en fait, chaque chapitre, ça sera une leçon qu'il aura apprise de sa vie et qu'il partage avec nous. Donc, c'est pas tous les jours qu'on a le droit à des apprentissages d'un milliardaire, d'un multimilliardaire américain qui a créé un empire absolu de rien du tout. Donc, ce livre m'a vraiment extrêmement inspiré. Donc, on va dire qu'on va partir avec ça. J'ai absolument envie de vous présenter cette personnalité-là et puis pour vous partager aussi un peu les quelques leçons qu'il aura pu inspirer chez moi. Donc déjà, on va dire qu'on va commencer, on va faire ce podcast un peu par ordre chronologique. Donc j'ai envie de commencer avec le début de sa vie et puis on va dire c'est plutôt ses études supérieures puisque c'est un peu le domaine, enfin le moment qu'on est en train de vivre nous avec Romain. Donc en fait, ce qui m'a assez intrigué dans sa vie académique, on va dire, c'est qu'il essayait toujours en fait de se rendre unique, de se différencier.
Et vous savez qu'on parle extrêmement beaucoup de ce sujet-là dans les podcasts. Et c'est hyper intéressant de voir ça en fait en pratique, de comment lui, il a réussi à se rendre unique dans un environnement académique qui est extrêmement distingué, extrêmement soutenu, puisqu'il a poursuivi ses études à Yale, donc une des plus grandes entreprises du monde, universités du monde, les plus prestigieuses du monde, où en fait tous les génies du monde se retrouvent. Donc comment est-ce que lui a réussi à se différencier et à se rendre unique dans un environnement pareil? Donc en fait lui il disait voilà, j'ai toujours ce mindset de me demander comment est-ce que je peux aider d'autres personnes. Donc il dit le plus grand fléau de l'humanité en fait, c'est de toujours venir avec une perspective égoïste. Donc se demander voilà dans cette situation ou avec cette personne-là, qu'est-ce que je peux retirer pour moi? Et en fait lui il a décidé de changer de perspective, il s'est dit bon, je suis dans ce monde académique, j'ai des gens géniaux à côté de moi, j'ai des génies à côté de moi, j'ai cette période où je peux apprendre, où je peux me développer et aussi où je peux entreprendre des choses. Donc il s'est dit voilà, comment est-ce que je peux être de la plus grande aide possible pour mes camarades autour de moi et pour ma faculté en général. Donc il s'est dit bon, d'accord, ce que je vais devoir faire, c'est de prendre l'initiative. Donc il est devenu président de son association des étudiants, donc président des étudiants de l'Uni, et du coup ça lui a donné une sorte de position de force, d'influence, qui lui permettait de mettre en place certains projets. Ensuite il s'est dit voilà, il n'y a pas vraiment un centre du campus, donc parce que dans ces universités américaines, souvent ils habitent sur le campus, mais il y a plusieurs différentes maisons en fait qui sont éparpillées un peu partout, où les gens se retrouvent entre eux, mais ils vont pas se mélanger avec d'autres personnes qu'ils connaissent pas forcément. Donc il s'est dit voilà, ça c'est une opportunité pour moi de développer quelque chose. Donc grâce à sa position et son influence en tant que président du club, on va dire, il a mis en place une sorte de centre d'initiative qui permettait aux gens de se retrouver à un même endroit et de pouvoir discuter entre différentes facultés en fait, que les gens qui font économie se retrouvent avec les gens qui font informatique, qui se retrouvent avec les gens qui font du droit, etc. Et ça crée en fait un mix de connaissances, un échange de connaissances qui est extrêmement puissant et qui crée plein de différents débouchés, que ce soit intellectuels mais aussi plus pratiques. Et rien que ça aussi, en fait, ça te met au centre de la création d'un certain network, comme on parle souvent avec grand-main. Ça te met au centre où toi, en fait, tu vas connecter différentes personnes de différents domaines. Donc en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tout le monde te connaît et toi, tu peux ajouter de la valeur aux autres gens puisque tu vas connecter ceux que tu connais avec d'autres gens pour que eux ensuite créent de la valeur. Et en fait, toi, tu vas être l'orchestrateur, on va dire, de valeur. Tu vas te retrouver au milieu à connecter différentes personnes. Donc, il a fait ça d'abord à essayer de créer certaines initiatives qui ensuite lui ont permis de rencontrer plus de gens, qui lui ont ensuite amené différents autres projets, etc. Et ensuite, il s'est dit oui. Voilà, c'est super, parce qu'il était aussi athlète, en fait, il faisait de l'athlétisme. Il était là, bon, je suis connu pour ça, je suis président de cette association, mais j'ai envie de faire quelque chose de plus. J'ai envie de faire quelque chose qui sorte complètement de l'ordinaire, quelque chose que quelqu'un n'a encore jamais réussi à faire. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que beaucoup de gens aimaient la musique, en fait, autour de lui. Mais le problème, c'est qu'avec toute la pression des examens, la pression des cours, etc., très peu de gens avaient le temps, par exemple, d'aller voir des concerts ou d'aller faire des choses comme ça. Donc, il s'est dit, bon, je vais ramener les concerts à l'université, comme ça, les étudiants ne devront pas se déplacer. Donc, en fait, ce qu'il s'est dit, c'est voilà, si déjà je vais dépenser mon énergie et mes efforts pour faire quelque chose, pour créer une initiative, pourquoi est-ce que je ne viserais pas grand ? Donc en fait, il a pris un groupe qui était extrêmement connu à l'époque aux États-Unis, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais que tous les étudiants adoraient et puis auraient rêvé de rencontrer. Il est parti à New York, donc il était à Yale avant, donc c'est à peu près vers Cambridge, on va dire, vers Boston. Il est parti à New York et il allait rencontrer cette band-là. Et grâce, on va dire, à sa force de persuasion, mais aussi au fait que il arrivait à les convaincre par rapport à la mission qu'ils allaient amener, par rapport à la valeur qu'ils allaient amener aux élèves. Il a réussi à convaincre ce groupe extrêmement connu de venir à Yale, de venir à l'université et de faire un concert pour les étudiants. Et du coup, ça a créé un énorme succès. Il s'est retrouvé tout devant dans le journal de l'université. Tout le monde le connaissait, les profs étaient là. Ok, c'est ce gars qui a réussi à amener cette band-là à l'université, etc. Et en fait, tous ces petits points-là, tous ces petits aspects-là, finalement, l'ont rendu extrêmement remarquable sur le campus. Et plus t'es remarquable, plus t'auras de gens qui vont être attirés par un peu cette unicité que t'as, et qui vont être comme
attirer vers toi en fait. Et il disait voilà, ces années d'université, c'est là où j'ai rencontré le plus de gens. Et en fait, dans ce domaine-là, dans un certain cursus, on va dire académique, quand tu es dans de grandes universités comme ça, ces personnes-là que tu rencontres à l'université, tu vas les rencontrer tout au long de ta carrière. Tu vas toujours tomber sur les mêmes personnes en fait. Et c'est à ce moment-là, dans ce moment académique, où en fait tu as la liberté de te rendre remarquable, de montrer quelle est ta marque personnelle, quelle est ta personal brand, et de ramener les gens qui sont intéressés par cette marque personnelle vers toi, pour qu'ensuite tu puisses créer en fait ta guilde qui t'accompagne au fil des années. Je sais que Romain est particulièrement intéressé par ce sujet de guild, puisque c'est un ancien gamer, on va dire. Ça reflète peut-être beaucoup la perspective de certains qui écoutent là cet épisode. Mais voilà. Par Yale et par ensuite à Harvard Business School, qu'il a aussi fait, il a réussi à se créer ce réseau, à se rendre remarquable un peu dans ce monde de génie, tout en fait en prenant l'initiative, tout simplement. Beaucoup de gens sont tellement passifs et se réfléchissent beaucoup trop à qu'est-ce qu'ils peuvent avoir pour eux. Et lui s'est dit, voilà, je vais apporter de la valeur en me demandant qu'est-ce que les autres ont besoin et je vais leur apporter ce dont ils ont besoin. Et c'est en fait ce mindset qu'il a utilisé tout au travers de sa vie, par ses différents projets, par ses différentes expériences, que je vais vous raconter maintenant. Donc ensuite, voilà, il est sorti de l'université, il a commencé sa carrière dans une entreprise américaine, et en fait, il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il faisait là. Il était recruté parce qu'il connaissait la personne, voilà, qui était au recrutement, et c'est une entreprise qui était quand même assez professionnelle, assez grande, et il avait absolument aucune idée de ce qu'il faisait là. Il connaissait rien en finance, il connaissait rien dans le monde du business, parce qu'il avait étudié, je crois, la science politique ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement, avant qu'il aille à Harvard Business School, bien sûr. Et en fait, il s'est retrouvé dans ce monde où tout le monde demandait quelque chose de lui, du travail de lui, et il avait absolument aucune idée de ce qu'il faisait là. Donc il avait un peu ce syndrome de l'imposteur, et en fait il dit, voilà, cet inconfort extrême que je ressentais à être un peu l'imposteur dans cette entreprise, m'a donné une motivation qui était juste faramineuse, de me bouger le cul et de me dire, voilà, maintenant je vais apprendre tout ça par moi-même, et je vais voir quelle valeur je peux amener en essayant d'apprendre par moi-même. Donc il a mis d'énormes efforts, d'énormes heures à essayer de s'apprendre lui-même la finance, de s'apprendre lui-même le côté juridique, de s'apprendre lui-même tout le monde du business, pour qu'il puisse en fait tout simplement faire le travail qui lui était demandé. Et voilà, lui il est extrêmement partisan de l'apprentissage sur le terrain, du figure out as we go. Donc voilà, de se dire, voilà, je vais prendre cette responsabilité, je vais sortir de ma zone de confort, et même si je ne sais pas tout, même si je sais quasiment rien en fait, j'ai confiance en moi que je puisse apprendre en fait ces différentes compétences pour que je puisse amener de la valeur à long terme ou même à moyen terme. Donc c'est ce qui s'est passé, il a appris par lui-même, il a appris par aussi ses différentes expériences, il a appris par d'autres personnes. Pardon. Et du coup il s'est dit, bon voilà, maintenant c'est l'heure de passer à plus loin. Et grâce en fait aux personnes qui connaissaient, il a réussi à rentrer à Lehman Brothers. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de Lehman Brothers. C'est ceux qui sont tombés en faillite en 2008 durant la crise immobilière, la crise des subprimes. Et en fait, avant qu'ils tombent en faillite, c'était une des plus grandes banques d'investissement du monde, et américaine en fait aussi. Et du coup, il a atterri dans ce domaine extrêmement professionnel, extrêmement corporate, où en fait il a reçu toujours plus de responsabilités, toujours plus de pression, toujours plus de stress, et en nous rappelant qu'il ne connaissait absolument rien en finance. Et du coup il s'est retrouvé en fait dans cet environnement-là, et où en fait il a dû prendre d'énormes responsabilités sans qu'il sache vraiment que faire. Et ça c'est une leçon qu'il voulait partager avec nous, c'était voilà, il disait que beaucoup de gens ont trop peur en fait de se lancer dans certaines choses parce qu'ils n'ont pas le contrôle de tous les aspects, et parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas tout. Et en fait dans la vie, selon lui, il faudrait prendre des risques à faire des choses dont on n'a pas le contrôle en fait, dont on ne sait pas tout, et de se faire assez confiance pour se dire voilà, une fois que je serai dans le cambouis, on va dire, dans la mouise, je vais réussir d'une façon ou d'une autre à essayer de m'en extirper, et ça me donnera une nécessité en fait d'apprendre les compétences et de me concentrer pour essayer de me développer par moi-même. Et c'est ce qu'il a fait en fait chez Lehman Brothers. On lui a donné toujours plus de responsabilités parce qu'en fait il arrivait à amener de la valeur,
tout en essayant de se démerder à chaque projet, d'essayer de trouver les compétences qu'il lui fallait, de demander aux gens qui en connaissaient plus que lui. Et en fait, c'est à ce moment-là où il a reçu un projet qui est un peu sorti nulle part, qui a un peu lancé sa carrière, disons, puisqu'il y a une grande entreprise, je ne sais plus exactement le nom, mais qui voulait qui voulait acheter Tropicana. Donc Tropicana, c'était aussi une grande entreprise de jus de fruits, je crois. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le M&A. Donc c'est les Merger and Acquisition. C'est les fusions, je sais pas exactement comment on dit en français, mais les acquisitions et les fusions, qui sont toujours un département qui est extrêmement important dans ce genre de banque d'investissement. Et on l'a appelé, en fait, et il s'est retrouvé tout seul dans un meeting room avec les différents chefs de ces entreprises-là qui lui demandaient de gérer leur fusion, gérer leur acquisition. Et il s'est dit, oh mais merde, mais j'ai jamais fait un deal comme ça. Et maintenant, sous mes yeux, j'ai un deal qui est évalué à plusieurs milliards de dollars et qui est extrêmement important pour les deux entreprises et puis qui signifie en fait la récompense de toute une vie pour le créateur de cette entreprise-là qui recevra enfin l'argent pour toutes ces années de travail. Et il était là, mais je suis complètement incompétent pour faire ce genre de truc, mais je vais pas perdre face, je vais faire face à ces responsabilités-là. Et il a réussi en 24 heures à créer un deal qui correspondait aux deux parties et ensuite de travailler là-dessus, puis qui a ramené à l'entreprise plusieurs millions de dollars par intermédiaire de ce deal-là. Donc voilà, ensuite ce deal qui était super successful, comme on peut dire, l'a en fait propulsé au rang assez avancé de l'entreprise, qui lui ont donné encore plus de responsabilités, etc. Et avec la responsabilité, vient le stress, vient la pression. Et là, il y a une leçon assez intéressante qui fait pas mal écho à ce qu'on partage souvent et à ce qu'on a pu aussi étudier dans le développement personnel ou la méditation, etc. Il disait pour lui, une de ses leçons pour comment en fait on peut surmonter le stress ou comment on peut deal with the stress, c'est de se concentrer sur sa respiration. Quand tu sens que tout le stress, toutes ces responsabilités viennent et augmentent de plus en plus et en fait te rendent complètement fou, tu prends un temps de repos, tu te concentres sur ta respiration, tu ralentis ta respiration, tu te concentres sur la respiration qui entre, qui ressort, qui entre, qui ressort. Et en fait, tu vas te rendre compte que soudainement, tu te sens beaucoup plus calme, tu te sens beaucoup plus rationnel et t'es beaucoup plus amène à faire de bonnes décisions que si t'es dans un état de stress complet, de noyade complet. Et c'est souvent ce qu'il utilisait lui par rapport aux différents deals qu'il devait faire avec les entreprises. Quand tout le monde venait de tous les côtés et l'harcelait, il se concentrait sur sa respiration, il calmait sa respiration, ce qui lui permettait de repartir de bons pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi avec Jay Shetty, qui est justement un ancien moine qui se concentre maintenant un peu plus sur le développement personnel et qui crée du contenu là-dessus sur Internet, qui disait la toute première leçon qu'il a appris à l'école des moines et qu'on apprenait aux plus jeunes, c'était apprendre à respirer. Parce que beaucoup trop de gens respirent d'une façon complètement fausse. On fait des respirations beaucoup trop courtes. On a une respiration qui n'est absolument pas régulière. Et en fait, la respiration fait la différence totale dans ton corps, en fait, et dans ton esprit. Si tu arrives à bien respirer, à prendre ton temps pour respirer, à avoir une respiration régulière et profonde, ça va régénérer ton esprit, ça va régénérer ton corps et ça va faire complètement baisser la pression que tu as. Et voilà, c'est une compétence qui est extrêmement importante et que lui partage aussi comme une des leçons les plus importantes de sa vie. Et voilà, cette expérience à Lehman Brothers lui a apporté beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, beaucoup d'expérience et à faire des deals avec toutes les entreprises américaines, etc. Il a rencontré extrêmement beaucoup de chefs d'entreprise. Ça lui a créé un énorme network. Il a créé des relations qui sont basées toujours sur l'honnêteté. Parce que lui, ça c'est quelque chose qu'il partage aussi. Il dit l'honnêteté, l'intégrité doit être au centre de toute relation. Parce qu'encore une fois, il y a toujours ce mindset de qu'est-ce que je peux offrir à autrui et non pas qu'est-ce que je peux prendre d'autrui. Et en fait, si t'écoutes les autres personnes et que tu te dis, mon but ici, c'est d'essayer de t'écouter
pour identifier le problème que tu es en train de résoudre ou que tu n'arrives pas à résoudre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais t'aider à résoudre ce problème avec les compétences que j'ai. Et en fait, si tu arrives à aller d'une personne à une autre et de résoudre leurs problèmes, les problèmes qu'ils ont sur leur esprit ou les problèmes qu'ils ont en face d'eux qu'ils n'arrivent pas à résoudre, et que tu fais le tour de ces personnes-là, toutes les personnes que tu vas aider, en fait, vont devenir des relations et des amitiés qui vont durer à long terme. Et peut-être que la prochaine fois que toi, tu auras besoin d'aide, tu auras toutes ces personnes-là que tu auras aidées avant d'une façon complètement altruiste, qui viendront vers toi et qui seront là « Oh, mais tu m'as aidé la dernière fois, donc je vais venir t'aider, etc. » pour ci et ça. Donc c'est comme ça qu'en fait, qu'il construisait ses relations, qu'il construisait son networking. Il allait par-ci par-là, il aidait les gens et il faisait tout ce qu'il pouvait pour amener de la valeur à autrui. Partout où il allait, il essayait d'amener de la valeur, etc. Toujours en se disant, voilà, il y a une abondance de valeur, il n'y a pas de scarcité de valeur, donc je vais donner toute la valeur que j'ai à autrui, et je sais qu'un jour ou l'autre, même si ça n'arrive pas, ça me rend heureux sur le moment, mais peut-être un jour ou l'autre, ça va revenir vers moi, et ça sera donnant-donnant. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant, parce que souvent, on perd un peu cette perspective de donner, et c'est dommage, parce que donner, c'est pas non plus... Ça doit pas être une stratégie à long terme pour se dire voilà, les gens me rendront l'appareil dans quelques années, puisque finalement ça c'est pas de la donation qui est basée sur des motivations altruistes, c'est plus un peu de la donation égoïste, mais plus de se dire voilà, j'ai toutes ces compétences là et pourquoi ne pas les utiliser pour aider le plus de gens possible. Donc ça lui a beaucoup servi, puisque ensuite, voilà, il a quitté Lehman Brothers, il en avait marre, il a eu pas mal de problèmes avec ses chefs, etc. Et il s'est dit, bon, maintenant j'ai à peu près 40 ans, j'ai toute cette expérience-là, j'ai toutes ces connaissances-là, donc je me dis, je vais créer ma propre entreprise. C'est là où il s'est dit qu'il allait créer Blackstone. Donc avant que je raconte qu'est-ce que c'est Blackstone, je vais dire avec qui il a créé cette entreprise-là. Donc il a créé cette entreprise-là avec Pete Peterson, qui était l'ancien CEO, donc chef de Lehman Brothers, et qui aussi était très 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 inclus dans la politique et dans toutes les grandes entreprises, etc. Donc lui aussi avait un énorme network de gens qu'il connaissait. Et lui était un peu plus âgé. Et ils se sont dit, voilà, si on collecte toutes ces personnes qu'on connaît, toutes ces expériences qu'on a faites, etc., on a vraiment de quoi créer notre propre entreprise qui va se baser, qui va se différencier et qui va créer un marché complètement nouveau. Donc voilà, le Blackstone, on va dire, c'est parti de l'idée du business model, en fait, du LBO, donc du Leverage Buyout. Je sais pas exactement comment on dit en français, mais je crois qu'on dit aussi Leverage Buyout, puisque c'est un terme anglophone qu'on utilise en finance et que finalement on utilise aussi en français. Donc pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce terme, en fait c'est tu vas investir dans des entreprises, en utilisant un peu de ton argent, donc ça peut être quoi, 5%, 10% ou même moins de ton argent, et tout le reste tu vas l'emprunter à différentes banques ou bien à une banque ou à différents autres investisseurs. Comme ça, en fait, ça va te permettre d'investir dans des entreprises, de prendre le contrôle de ces entreprises-là, et toi-même utiliser très peu d'argent, mais utiliser le leverage, d'où le leverage buyout, en empruntant à plein de différentes personnes qui vont devenir un peu les investisseurs de ton projet. Et en fait, le but avec ça, c'est que tu vas prendre le contrôle de cette entreprise, tu vas essayer de rediriger, de métamorphoser cette entreprise. Donc souvent, en fait, tu prends une entreprise publique qui est listée sur le stock exchange, donc qui est listée, qui a des actions, qui est listée à la bourse, voilà. Et tu vas le rendre privé pour que tu puisses te concentrer sur une perspective plus long terme et pour que tu puisses, voilà, changer des choses sans que tu sois toujours lié au prix de l'action. Et tu vas faire ça pendant 2 à 3 ans, tu vas faire de l'opérationnel, tu vas essayer de grandir l'entreprise, etc. Et à la fin de ces 2-3 ans, tu vas revendre tes parts d'investissement dans l'entreprise à quelqu'un d'autre. Et en fait, la plupart du temps, ou bien on espère, enfin c'est ce que ces investisseurs espèrent, que grâce à tous les changements qu'ils ont fait à l'entreprise qui n'allait pas super bien, ils arrivent à agrandir l'entreprise et à la vendre pour un prix qui était bien plus supérieur que ce qu'ils ont acheté, et donc faire un profit faramineux sur cet investissement-là.
Donc ça, c'était en fait son business model de base. Donc en fait, Blackstone s'est concentré de base sur du private equity, qui utilisait ce leverage buyout comme moyen, comme outil principal pour ses investissements. Et ensuite, voilà, plus ça grandissait, plus ils ont étendu à différentes autres lignes de business, comme l'immobilier par exemple, qui actuellement leur procure le plus de revenus. Et en fait, c'est le plus grand possesseur d'immobilier du monde, cette entreprise-là. Mais bref, ça viendra un tout petit peu après, puisqu'on est encore à la création. Et là, une leçon importante qu'il a partagée, que je voulais aussi partager avec vous, c'est que malgré le fait qu'ils étaient super connus à Wall Street, tout le monde les connaissait, ils étaient dans les plus hautes positions, des plus hautes banques, ils connaissaient absolument tout le monde, ils connaissaient des milliers de personnes super influentes, quand ils ont commencé, il n'y avait plus personne. Ils pensaient que voilà, ils allaient faire quelques téléphones et qu'ils allaient rapidement pouvoir faire des deals, investir, récolter de l'argent de différents investisseurs, etc. Mais c'était absolument pas le cas. Ils se sont lancés, ils ont mis 400 000 dollars un peu de leur propre poche ou même plus pour commencer. Mais au début, ils ont téléphoné, ils ont envoyé des lettres à tous leurs contacts, à des milliers de contacts, et il n'y avait absolument aucun mouvement. Aucun mouvement. Alors qu'ils étaient super connus et qu'ils connaissaient plein de gens. Donc c'est dire que quand tu es dans un grand groupe et voilà, tu travailles pour quelqu'un d'autre, tout le monde viendra vers toi avec ses projets, avec ses idées, avec son argent, etc. Mais dès que tu te mets à ton propre compte, il n'y a plus personne. Donc ça, c'était un grand choc pour eux, puisque voilà, ils partaient de c'est un peu cette position de prestige et en fait commençaient tout en bas de l'échelle. Et par exemple, pour illustrer ce point, ils recherchaient en fait de l'argent de différents investisseurs pour créer un fonds d'investissement qui serait leur premier fonds d'investissement pour faire leurs premiers deals, pour faire leurs premiers investissements. Et ils sont allés voir MIT, donc la grande université à Boston, la plus grande université du monde quasiment, la plus importante. Et donc ils ont voyagé jusqu'à l'autre bout des États-Unis pour rencontrer en fait le directeur d'investissement de cette université-là. Tout ça pour arriver devant la porte et être dit, voilà, désolé, cette personne n'est pas là, il vous a oublié, il a oublié le rendez-vous avec vous, donc voilà, revenez une prochaine fois. Donc imaginez ces personnes-là qui ont été traitées comme des super-héros dans leurs entreprises d'avant, puisqu'ils avaient les plus hauts postes, ils gagnaient des millions en bonus, des millions en salaire, se retrouvent à leur compte, et une personne qu'ils voulaient rencontrer et pour laquelle ils ont fait plusieurs heures d'avion pour venir rencontrer, leur pose un lapin comme ça, de telle sorte. Voilà, c'est assez choquant et c'est assez... je pense que ça a dû être un choc. Déjà, ça a été un choc pour moi de le lire, parce que je pensais absolument pas que ça allait être aussi difficile pour eux. Et ça a dû être un choc aussi pour eux, à leur ego, de se faire traiter de la sorte. Donc voilà, ensuite ils se sont débrouillés, ils ont eu un premier deal qu'ils ont réussi à faire avec succès, et ensuite, une fois qu'ils ont eu ce premier succès-là, ils ont réussi à récolter plus d'argent. Et voilà, tout le reste, c'est un peu de l'histoire de business, de gestion d'entreprise, de développement d'entreprise. Et ensuite, plus ils avaient d'argent, plus ils avaient de pouvoir, plus ils avaient d'influence, plus les gens venaient vers eux, etc. Donc voilà, ils ont construit l'entreprise deal par deal par deal, et ensuite ils ont étendu à différents endroits dans le monde. Donc ils ont commencé à New York, ensuite ils étaient à Londres, ils ont atterri à Tokyo, ils ont atterri encore à d'autres endroits dans le monde, et puis ils ont développé cette entreprise-là qui maintenant justement gère plus de 500 milliards d'actifs dans le monde et est extrêmement connue, et a rendu ce Schwarzman un multimilliardaire, puisque son net worth à peu près est valué à peu près 16 milliards. Donc, ce qui est intéressant là, c'est pas forcément comment il a réussi à grandir son entreprise, parce qu'il y a plein de détails que vous pourrez retrouver dans le livre ou que vous pourrez retrouver sur YouTube en tapant son nom. Mais on va dire que ce qui m'intéressait pas mal, c'était les leçons qu'il avait apprises dans cette création d'entreprise, et surtout les leçons qu'il a apprises dans la création d'une culture d'entreprise. Parce que lui-même le dit, créer une culture d'entreprise, ça prend des années, des dizaines d'années, et c'est une des choses les plus dures qu'un entrepreneur puisse faire. Et c'est en contraste aussi une des choses les plus importantes qu'un entrepreneur peut faire. Parce qu'avec une culture d'entreprise qui est forte, qui est puissante et qui marche bien, une entreprise en fait peut fonctionner toute seule et peut fonctionner à long terme avec beaucoup de succès.
Et c'est ça que beaucoup en fait de fondateurs ont du mal à faire, c'est qu'une fois qu'ils quittent l'entreprise, il y a tout qui s'écroule parce qu'ils n'ont pas réussi à créer cette culture, à planifier leur succession et à créer en fait cette équipe de gens fantastiques dans leur entreprise. Donc lui, une des leçons qu'il avait par rapport à ça, c'était que il recrutait seulement des personnes qui étaient des 10 sur 10. Donc c'est-à-dire, il voulait pas des personnes qui étaient des 8, il voulait pas des personnes qui étaient des 9, il veut que des personnes qui sont des 10 sur 10. Donc qu'est-ce que c'est une personne qui a un 10 sur 10 ? Une personne qui a un 10 sur 10, c'est une personne qui agit avec excellence, donc avec zéro défaut, zéro erreur, on va dire. Ça peut arriver les erreurs, bien sûr, et il les accepte aussi, mais en ayant fait le maximum pour qu'une erreur n'arrive pas. Une de ses leçons principales, c'est « Do not lose money ». « Don't lose money ». Et en fait, ils ont tout un processus et un framework d'analyse de risque pour que, en fait, ils soient quasiment sûrs que leur investissement ne leur fera pas perdre d'argent. C'est exactement ce qu'ils faisaient avec le recrutement. Ils ont fait un recrutement extrêmement poussé et ils le font toujours. D'ailleurs, Schwarzman disait que si lui-même devait passer par le recrutement de son entreprise, il serait même pas sûr d'être pris dans sa propre entreprise, tellement que la sélection est dure. Parce qu'ils veulent recruter seulement des 10. Donc, qui agissent avec excellence, qui ont des capacités de leader et donc qui arrivent à prendre les gens, à motiver les gens avec eux. Et surtout, qui prennent l'initiative sans demander leur compte à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que tu peux absolument leur faire confiance. Ce sont des génies dans leur domaine et ils vont prendre l'initiative, prendre la responsabilité de faire avancer les choses sans que tu leur dises. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui demandait, mais d'ailleurs, ok, voilà, vous recrutez des personnes fantastiques, mais comment est-ce que dans une grande entreprise comme ça, est-ce que vous arrivez, puisqu'ils ont plusieurs centaines ou bien même plusieurs milliers en fait d'employés, comment est-ce que vous arrivez à garder un esprit entrepreneurial dans une entreprise aussi grande, aussi complexe ? Il était là, voilà, je recrute des 10 et je les laisse faire ce qu'ils savent faire de mieux. Donc ça c'est un shift assez puissant parce que souvent voilà t'es là ouais faut que je micromanage ces personnes-là, il faut que je leur mette des barrières, surtout dans un monde d'investissement comme ça où un mauvais investissement en fait peut ternir la réputation d'une entreprise complète. Mais lui il donnait full confiance en fait dans ses employés parce qu'il savait que le recrutement était tellement poussé que les gens qui arrivaient à la fin de ce recrutement c'était vraiment des bêtes dans leur domaine. Donc en fait ce qu'il leur donnait c'était confiance complète et en fait il les laissait faire ce qu'ils savent de mieux, ce qu'ils savent faire de mieux et il les laissait gérer leurs affaires par eux-mêmes et tout ça en fait en mettant en place dès le début, puisque c'est des valeurs, voilà, les valeurs dans des entreprises c'est ce que tu mets en place dès le début, mettant en place les valeurs de l'excellence, donc de se donner à 100% sur tout et d'intégrité dans tout ce que tu fais. Et ça c'est quelque chose sur laquelle il met toujours de l'importance, c'est cette intégrité, cette honnêteté dont je parlais avant, qui disait voilà que si tu fais toujours ce que tu dis que tu vas faire, tu vas créer une réputation et à long terme, cette réputation va t'amener beaucoup plus de clients, beaucoup plus de business et beaucoup plus d'argent que si tu fais des sacrifices de ton intégrité à court terme. Et c'est une prouesse dans ce domaine d'investissement, dans ce domaine de consulting, dans ce domaine très corporate, où il y a extrêmement beaucoup d'influence politique, beaucoup d'influence de l'argent, etc. C'est un domaine qui est assez pourri, à vrai dire. Et en fait, dans ce domaine-là, de faire preuve d'intégrité et de faire preuve d'honnêteté, l'ont rendu remarquable Blackstone et les ont complètement différenciés de toutes les autres entreprises qui pouvaient agir dans ce domaine-là. Donc, l'intégrité et l'excellence comme valeur principale dans l'entreprise. Et ensuite, un autre truc aussi qui disait plusieurs fois, qui répétait dans son livre, c'était que si tu ne sais pas ce que tu fais ou si tu as un doute par rapport à ce que tu fais, demande de l'aide. Ça, c'est quelque chose que les êtres humains ont extrêmement beaucoup de mal à faire, c'est de demander de l'aide aux autres. Parce que demander de l'aide, voilà, c'est une situation vulnérable, tu te dis à l'autre personne, bah voilà, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que j'ai en face de moi, j'ai besoin d'aide, je suis vulnérable. Mais c'est quelque chose qui est tellement puissant parce qu'en fait, voilà, il disait, t'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois que tu fais quelque chose. Il y a sûrement quelqu'un dans ce bâtiment, quelqu'un autour de toi, quelqu'un sur Internet que tu peux trouver qui a déjà fait l'exacte chose que tu es en train de faire maintenant et qui l'a déjà fait peut-être 10 fois, peut-être 100 fois et à laquelle tu pourrais
demander de l'aide et raccourcir ton processus et faire un travail qui serait beaucoup plus supérieur à ce que tu aurais fait d'habitude puisque tu ne l'as jamais fait. Et voilà, il aimerait vraiment que son entreprise soit ouverte à n'importe quel feedback et surtout à n'importe quelle demande d'aide. Donc c'est lui-même ce qu'il faisait à Lehman Brothers ou bien au tout début de sa carrière professionnelle, comme je le disais. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il faisait, mais ce qu'il faisait, c'est voilà, il demandait aux autres, il demandait à ses coworkers, à ses voisins, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là. Et grâce à ces perspectives-là, il apprenait, il se développait et il s'améliorait dans ses différentes compétences. Et ça, c'est quelque chose que je vais appliquer aussi dans ma propre vie parce que j'ai tendance aussi à avoir du mal à demander de l'aide à d'autres personnes. Mais c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, surtout si tu as extrêmement beaucoup de responsabilités. Voilà, tu vas pas risquer quelque chose où tu n'es pas sûr du résultat juste parce que tu n'as pas envie de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose que je peux partager et que Schwartzman partage aussi dans son livre qui est assez puissant. Et finalement aussi, il y a eu cette dernière partie en fait de sa carrière qui représente en fait la partie actuelle de sa carrière. C'est comment il utilise toute cette influence qu'il a et tout cet argent qu'il a. Comment est-ce qu'il l'utilise et comment est-ce qu'il prévoit en fait la fin, on va dire, de sa carrière. Donc je crois qu'il est toujours un peu actif dans Blackstone, mais plus vraiment. Maintenant, il se concentre vraiment sur des activités philanthropes. Donc voilà, la philanthropie, c'est un grand mot. C'est un mot que beaucoup de gens utilisent souvent à défaut, que beaucoup de gens ne savent pas en fait vraiment, n'arrivent pas à définir en fait. Et c'est souvent aussi vu comme une excuse pour faire bonne figure que beaucoup de gens utilisent, que beaucoup de milliardaires utilisent. Donc ce que lui a fait avec cet argent en fait comme activité philanthrope après, c'est qu'en fait il a créé une sorte de programme en Chine qui s'appelle les Schwarzman Scholars, où en fait il offre des scholarships, donc des aides financières, aux meilleurs étudiants du monde pour qu'ils puissent aller étudier en Chine pendant 1 an, se mélanger à la culture chinoise, se mélanger aux étudiants chinois, parce qu'en fait la Chine, comme tout le monde le sait, est une superpuissance qui grandit depuis des années à un taux qui est gigantesque, et en fait en Occident, en Europe et puis à l'Ouest, donc aux États-Unis, au Canada, etc., on a très peu de perspectives par rapport à qu'est-ce qui se passe en Chine. Et il était là, voilà, pour les leaders de demain, pour les étudiants de demain, ils doivent absolument savoir ce qui se passe en Chine, et pour aussi favoriser les relations entre les Chinois, les Européens et les Américains, il a créé ce programme-là qui mélange différents étudiants et qui donne l'opportunité à plusieurs étudiants, aux meilleurs étudiants du monde, de se retrouver là-bas, de networker et d'apprendre en fait de la culture chinoise. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et en fait voilà, il investissait beaucoup de ses activités philanthropes dans l'éducation parce qu'il dit l'éducation c'est un passeport pour une nouvelle vie. Et je pense qu'on peut débattre ça. L'éducation formelle a pris des grands coups dans le dos par beaucoup de personnes et y compris moi, je suis absolument pas d'accord avec ce que l'éducation formelle fait pour les étudiants de demain. Mais où je suis persuadé, c'est que l'éducation est réellement un passeport pour une nouvelle vie, que ce soit l'auto-éducation, mais clairement aussi l'éducation plus formelle, mais qui est adaptée aux besoins de demain. Comme par exemple ce Schwarzman Scholar, qui s'est adapté aux besoins de développement en Chine et aussi aux besoins de développement diplomatique. Et je pense clairement que l'éducation a un énorme rôle à jouer là-dedans. Et je suis complètement d'accord avec lui que c'est un passeport pour une nouvelle vie. Donc par exemple, ce qu'il a fait aussi avec son argent, c'est qu'il a créé un centre d'intelligence artificielle chez MIT. Parce que voilà, l'intelligence artificielle, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment prendre de l'avance. Et il faut vraiment se concentrer en fait au maximum pour éviter de faire des mauvaises manipulations qui pourraient être détrimentales au monde, et du coup il a investi beaucoup d'argent pour essayer de créer un centre qui fera des recherches, qui éduquera les gens sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et ensuite quelque chose qui m'a aussi pas mal frappé, c'est comment il a réussi à utiliser toute son influence qu'il avait de par son argent, de par ses relations et voilà, de par ses connaissances aussi, cette influence qu'il a réussi à utiliser dans la politique. Donc par exemple, il avait Barack Obama ou Donald Trump qui venaient vers lui pour lui demander des conseils sur différentes
affaires, que ce soit la crise de 2008, que ce soit les relations entre les États-Unis ou la Chine. Et en fait, avec son temps, il a pu aider le gouvernement, voilà, que ce soit positivement ou négativement, ça dépend un peu de nos idéologies politiques, mais il a pu utiliser cette influence et toutes ces expériences qu'il avait eues en business dans le monde de la politique. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, le fait de mélanger le monde du business avec le monde de la politique. Et en fait, on se rend compte que dans ces grandes entreprises, dans ces grandes corporations, la politique et le business sont complètement intermêlés. Donc, tu n'arriveras pas à un poste très haut dans une grosse entreprise comme ça si tu n'es pas involved dans un sens ou d'un autre dans la politique. Donc voilà, certaines personnes pourraient critiquer ce point-là, d'autres personnes pourraient dire voilà, c'est un fait, et ça peut aussi être un bon signe parce que ces personnes-là qui sont au top on va dire au sommet de ces entreprises, de ces grosses entreprises, ont vu passer énormément de choses et sont au courant d'énormément de choses. Donc en fait, de demander conseil à ce genre de personnes pour des questions plus politiques peut aussi être un grand avantage puisque ça amène en fait une perspective différente de la politique normale, et peut-être qu'un politicien serait beaucoup trop concentré sur sa réélection, sur voilà, tout ce dont les politiciens adorent parler, et ça pourrait amener en fait une perspective, une paire de lunettes complètement différente à la politique. Donc c'est assez intéressant en fait de voir comment son parcours a évolué, de commencer par un étudiant qui essaie de se rendre remarquable, qui essaie de se rendre unique parmi tous les génies qui étaient autour de lui, à commencer ensuite comme un posteur carrément dans une entreprise où il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il faisait là et n'avait absolument pas les compétences pour. Ensuite à se développer ses compétences par lui-même, par l'expérience, à se retrouver dans des positions très élevées dans une des plus grandes banques américaines ou même mondiales, à ensuite quitter cette banque-là pour commencer nouveau tout au bas de l'échelle, pour commencer sa propre entreprise, qu'il ait ensuite grandi à une entreprise qui est évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, à se rendre lui-même et sa famille et tous ses partenaires milliardaires, à ensuite partager ses leçons de vie et dépenser son argent et son temps à des fins politiques et à des fins philanthropes pour redonner tout ce qu'on lui a donné aux générations futures et d'éduquer et de développer les générations futures. Donc voilà, ça fait une brève introduction à cette personnalité assez vraiment intéressante, Steven Schwarzman, qui a écrit ce livre What It Takes, A Pursuit to Excellence, où il parle de sa vie et partage ses leçons dans la création de cette entreprise d'investissement Blackstone, mais aussi ses différentes affaires politiques, ses différentes affaires plus entrepreneuriales. Donc je vous conseille vivement de lire ce livre si toutes ces choses dont je viens de parler vous ont un peu intrigué. C'est extrêmement bien écrit, il y a plein de leçons, plein de petits nuggets, plein de perspectives, de paires de lunettes à prendre qui sont hyper intéressantes et qui font pas mal de contrastes par rapport à cette perspective très entrepreneuriale qu'on a d'habitude, puisque ça c'est un peu plus des perspectives très corporate, très professionnelles, et c'est hyper intéressant en fait de récolter une autre paire de lunettes pour voir comment les différentes se combinent. Et il est aussi, qu'il est un entrepreneur lui-même, il est aussi extrêmement beaucoup de valeur à apporter par rapport à tout ça, par rapport au processus de créer une entreprise, par rapport à comment recruter des gens, etc. Donc c'est hyper intéressant, il y a plein de différents points qui sont abordés dans ce livre-là. Donc j'espère que ça vous a donné envie de lire, ou bien en tout cas de rechercher plus profondément cette personnalité-là. Donc n'hésitez pas à taper sur Google, j'ai vu qu'il a fait une interview avec Gary Vaynerchuk très récemment, donc peut-être vous pourrez retrouver le podcast avec Gary V et Steven Schwarzman, ou même si vous pouvez prendre le livre, je mettrai le lien dans les show notes pour les gens qui sont intéressés à commander le livre sur Amazon. C'est vraiment complètement recommandé et j'espère que j'aurais pu vous donner envie de rechercher ça plus en détail grâce à ce podcast-là. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, des commentaires à faire, n'hésitez pas à venir sur Instagram ou à nous laisser une note sur iTunes pour vous donner un peu votre sentiment et nous faire un retour sur cet épisode-là, ça nous ferait très plaisir. Et de me dire aussi si vous connaissez déjà Schwarzman, si vous connaissiez déjà Blackstone, si vous avez des choses à rajouter à l'épisode. Donc voilà, complètement ouvert
et accueillant tout retour, tout commentaire. Donc j'attendrai tout ça avec plaisir. Et on se retrouvera tous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Value. Et je vais vous laisser avec l'outro réalisé par moi-même. Voilà la fin de l'épisode, on espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire sur iTunes ou autre part, c'est ce qui nous aide le plus, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Autrement, on est toujours très heureux d'entendre tes retours et tes conseils, donc n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux par message ou autre part. On a aussi une liste d'emails à laquelle on envoie de la value régulière, que ce soit des recommandations de livres, des bonus, des opinions, des articles, n'importe quoi. Donc n'hésite pas, pour ne rien louper de tout ça, à t'inscrire sur notre liste d'emails sur notre site, donc entrepreneur.com, pour être sûr de recevoir toute la value. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain podcast. À dimanche prochain!